Bonsoir à tous les bozos. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture. Ça faisait un petit moment, mais parce qu'en fait j'ai déménagé, j'ai changé d'endroit et maintenant je vis dans notre merveilleuse capitale française de Benoît Ménard qui s'intitule Paris. Paris la ville, Paris City. Eh oui, nous y sommes. À la capitale, il est monté le vieux. Bon, je vous retrouve aujourd'hui pour vous lire le chapitre numéro 4 de Bonne Season tome 2. Et ce chapitre s'intitule Grub Street. Le suzerain de l'ombre de la citadelle de Sion-Londres n'était pas agréable à apercevoir de loin. Toutefois, à présent que son visage ne se trouvait plus qu'à quelques centimètres du mien, il me revint pourquoi les ténèbres lui seyaient si bien. Son nez scabreux, ses dents brisées et ses yeux injectés de sang s'unifiaient pour former un rictus. Sous son chapeau melon, ses cheveux graisseux tombaient mollement. Sa clique, les clandestins, s'agglutina autour de moi, formant un demi-cercle étriqué. Le croque-mort, le dompteur de la 1-1, reconnaissable à son haut de forme, resta en retrait. Tant de noms avaient été tatoués sur son bras droit qu'il formait comme une manche de tissu cicatriciel. Sournois, la garde du corps colossal d'Hector se tenait près de lui. La petite cadranette s'est égarée bien loin de chez elle, déclara Hector doucement. Je suis en 1-4, rétorquai-je. Je suis chez moi. Quel délicieux sentiment. Il confia sa lanterne à Sournois. Tu nous as manqué, rêveuse. Comme il est plaisant de te voir. J'adorerais pouvoir en dire autant. Ton séjour loin de Londres t'a changé. Dompteur ne nous a pas dit où tu étais parti. Tu n'es pas mon seigneur Mime. Je n'ai pas de compte à te rendre. Mais ton seigneur Mime, si. Un faible sourire. J'ai cru comprendre que vous vous étiez querellé. Je changeai de sujet. Qu'est-ce que vous faites en 1-4 ? Nous avons quelques comptes à régler avec ton patron. Ratiche m'adressa un large sourire, révélant une miniature de tarot sur son incisive gauche. Il était extrêmement doué au taroshi, le cartomancien le plus talentueux que j'eusse jamais rencontré. L'un de ces larbins a déclaré une réunion de l'Assemblée des anormaux. C'est notre droit le plus absolu. Seulement lorsque je suis d'humeur. Hector appuya son pouce contre ma gorge. Il se trouve que je n'ai aucune patience à subir l'un de ces fastidieux rassemblements. Imagine si je devais répondre à toutes les injonctions que je recevais dans ma boîte aux lettres morte, rêveuse pâle. Je passerai mon temps à écouter les jérémiades de mes seigneurs et reines mimes, les plus hypocrites. Leur jérémiade pourrait être important, soulignai-je froidement. N'est-ce pas ton rôle de répondre à leurs injonctions ? Non, c'est le rôle de mes subalternes de s'occuper de leurs ouailles. Le mien est de vous faire filer droit. Les problèmes insignifiants de cette pègre n'ont que l'importance de leurs accords. Penses-tu que Sion soit important ? Penses-tu que le fait qu'ils s'apprêtent à nous écraser avec leur Sunshield soit important ? Ah ! Hector me plaqua un doigt sur les lèvres. Je crois que nous avons trouvé notre suspect. C'était toi, n'est-ce pas, rêveuse pâle ? C'est toi qui as réclamé cette assemblée, hein ? Ces mots provoquèrent des rires rauques. Mon esprit semblait enflé, débordé. Tu crois pouvoir nous convoquer ? Fit Ratiche en ricanant. Tu nous as pris pour des foutus chiens de manchon ? Oui, Ratiche, c'est l'impression que j'ai. Comme c'était présomptueux de sa part. Hector se pencha vers moi pour me chuchoter à l'oreille. Le dompteur blanc
goûtera mon déplaisir pour t'avoir autorisé à avoir l'audace de me convoquer. Rêvespal. Ne te prends pas pour un roi, Hector. Je ne reculais pas. Tu sais comment les rois finissent à Londres? Dès que j'eus prononcé cette phrase, l'éther émit un frémissement sinistre. L'air nocturne me caressa l'échine, tandis qu'un poltergeist émergea des murs. C'est le monstre de Londres, annonça Hector. Encore un vieil ami? Tu le connais. Il fréquentait ces rues vers la fin du XVIIIe siècle. Il avait la fâcheuse tendance de lacérer la peau des jeunes dames. Cette souillure dans l'éther suffit à me provoquer une montée de bile et à me glacer les jambes. Je me souvins alors du pendentif et le courage me revint. J'ai déjà affronté pire, affirmai-je. Cette chose n'est qu'une pâle copie de l'éventreur. Le médian parlant d'Hector, tête ronde, laissa échapper un grognement épouvantable. Ravale ta salive, salope, grosse salope, aboya-t-il. Grosse salope de pute, il n'était pas voyant. Clairvoyant. Pardon, un moment d'égarement. Le poltergeist s'exprimait par le truchement de tête ronde. Le croque-mort recourba son long doigt. Le poltergeist battit en retraite à contre-cœur. Tête ronde cracha un chapelet de jurons fleuris avant de se taire à nouveau. « Vous avez d'autres tours dans votre sac ?» demandai-je. « Je vais t'en montrer un. » La promesse émanait de la malhonnête d'Hector. Sourire d'ange. Dépassant son seigneur mime de quelques centimètres, elle portait plusieurs couteaux à la ceinture, et ses cheveux roux étaient ramassés en une longue tresse française. Ses yeux, d'un marron tendre trompeur, étaient rivés aux miens. Sa bouche était figée en un rictus permanent, conséquence d'une cicatrice en forme de S qui lui barrait les deux lèvres. « Je connais un tour ou deux, Rêvespal. » La lame d'un long couteau scintilla dans l'éclat de la lanterne quand elle en posa la pointe contre le coin de ma bouche. « Je crois que ça te ferait sourire. » Je ne bougeais pas d'un pouce. Sourire d'ange n'avait peut-être qu'1 ou 2 ans de plus que moi, mais elle était déjà aussi cruelle qu'Hector. Une malhonnête doit avoir des cicatrices. Son pouce glissa le long de la légère trace sur ma joue. Où t'es-tu fait ça? Tu t'es cassé un ongle, c'est ça? Tu as dérapé en te mettant un peu trop de fond de teint? Tu es une imposture, une minable, toi et tes 7 seaux. Vous me donnez envie de gerber. Elle me cracha au visage. Les autres éclatèrent de rire, sauf le croque-mort, qui ne riait pas. Maintenant, tu as vidé ton sac, dis-je en m'essuyant de la manche la figure. Tu pourrais peut-être me dire ce que tu veux, mon ange. Je veux savoir où tu étais passé ces 6 derniers mois. La dernière personne qui t'ait vu à Londres est Hector. J'étais en vadrouille, pour l'accord. Oui, sale morue, on sait que tu étais en vadrouille. Mais où ça? Pas sur votre territoire, si c'est ce que tu... Pardon. Pas sur votre territoire, si c'est ce qui vous chagrine. Sourire d'ange me frappa dans les côtes suffisamment fort pour me couper le souffle. Cela raviva toutes mes anciennes douleurs et je me retrouvai plié en deux, telle une brindille brisée. Ne fais pas la maligne avec moi. Tu es tombé sur plus forte que toi. Tandis que j'étreignais ma cage thoracique meurtrie, elle me décocha un coup de pied dans le genou, me précipitant au sol. Puis, elle libéra une mèche de cheveux sous mon chapeau et l'enroula autour de sa main.
Regarde-toi, tu n'as rien d'une malhonnête. C'est une charlatane, intervint l'un des tire-laines. Je croyais que c'était une marche-rêve. Bien dit, doigt de l'Est. Elle n'a, elle n'a pas l'air de grand-chose, hein? C'est une potiche. Sourire d'ange appuya sa lame contre ma gorge. À quoi tu sers, rêveuse? Qu'est-ce que tu fais pour dompteur? Nous sommes tenus par l'honneur d'éliminer les charlatans. Alors, tu ferais bien d'ouvrir ton claque-merde pour me répondre. Je te pose une dernière fois la question. Où es-tu allé? En vadrouille, répétai-je. Elle me gifla si fort que mon crâne heurta le mur. Parle, je t'ai dit. À moins que tu veuilles finir raide, sale rebelle, rabelle. Je ravalai une repartie acerbe. Tous les voyants adoptaient servilement la haine de Sion à l'égard des Irlandais. Hector se tenait à l'écart, consultant la montre de gousset dorée dont il ne se départait pas. Jamais, pardon. Je n'avais aucune chance de remporter ce combat, pas avec les autres blessures que je dissimulais. Je ne voulais pas qu'Hector sache à quel point mon visage avait changé. Pour lui, je n'étais encore qu'un radar cérébral, bonne à rien d'autre qu'à compter les territoires des rêves. Oh, elle ne parlera pas. File-nous ton portefeuille, rêveuse, m'ordonna Doual-Lest. On va s'acheter de quoi passer le temps. Et ce joli collier? Sa comparse, une femme rablée, m'attrapa par les cheveux. C'est quoi ce métal? Je saisis le pendentif de mes doigts sales. Juste du plastique, répondis-je. De Portobello. Menteuse, donne-le. Le métal me picota la pomme. Il était sublimé contre les poltergeists, mais je doutais qu'il me protège contre les gangsters londoniens. Laissez-lui les colis fichés, décréta Hector après un instant de réflexion. Même si je dois dire que ce collier tirait à ravir, gros pif. Pendant que les autres ricanaient, le suzerain de l'ombre tendit la main vers moi. Ton portefeuille. J'en ai pas. Ne me mens pas. Rêveuse, ou je vais devoir demander à Bouffi de te fouiller. Mon regard se porta sur l'intéressé. Les doigts épais, le crâne lisse et terreux, les yeux noirs et avides. Bouffi était celui qui effectuait le sale boulot d'Hector. Celui qui tuait et larguait les corps si la situation l'exigeait. Je fouillai dans mes poches et balançai les quelques pièces qu'il me restait au pied de Doual-Lest. Cette obole vient de te sauver la vie, déclara Hector. Sourire. Range ton courteau. La malhonnête le dévisagea. Elle n'a encore rien avoué, cracha-t-elle. Tu veux vraiment la laisser filer? Estropiée. Elle ne nous serait plus d'aucune utilité. Le dompteur blanc ne jouerait pas avec une poupée endommagée. Cette salope peut nous révéler. Pardon. Pardon. Allez, on reprend. Cette salope peut nous réveiller où elle était passée. Tu as dit con. Tu as dit con. Hector la gifla. L'une de ses blagues ouvrit la joue de sa malhonnête, faisant couler le sang. Ce n'est pas toi qui décides, chuchota-t-il. Ce n'est pas toi qui décides, chuchota-t-il. Quelques cheveux s'étaient détachés de la tresse de sourire d'ange, lui tombant sur la tempe. Elle me jeta un coup d'œil, puis se détourna en serrant le poing. Mes excuses, lâcha-t-elle. Accepté. Les autres gangsters échangèrent des regards. Seul Ratiche souriait encore. Tous avaient la figure constellée de minuscules cicatrices. Hector
me toisa une dernière fois, puis posa les mains sur les hanches de sa malhonnête et l'entraîna à l'écart. Je ne voyais plus les traits de sourire d'ange, mais son dos était crispé. « Patron !» lança Ratiche. « On n'oublie pas quelque chose ?»« Ah, si !» Hector agita la main. « C'était un simple avertissement, rêveuse. Si tu me cherches encore, ta lumière ne se rallumera plus. » Sournois se sépara du groupe. Sans me laisser le temps de réagir, il m'assena un coup de poing en pleine figure, un autre dans le ventre, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et puis un sixième, et un huitième, et un septième, et un neuvième, et un dixième. Non, ça s'est arrêté à 3. Je vis 36 chandelles. Mes pommes s'écrasèrent à terre avant que mon nez ne tâte du bitume. S'il avait été moins imposant, j'aurais au moins pu essayer de riposter, mais si je l'énervais davantage, il risquait fort de me tuer. Je m'étais donné trop de mal pour survivre jusqu'alors pour succomber aussi bêtement. Il me décocha ensuite quelques coups de pied pour faire bonne mesure. « Morue !» Il me cracha dessus, puis trottina tel un chien en direction de son maître. Des éclats de rire résonnèrent dans les ruelles. J'avais mal jusqu'aux gencives. Je pris une inspiration sifflante et toussai. « Couille molle », songeai-je. Ratiche avait voulu en découdre depuis qu'il avait perdu notre dernière partie de Taroshi, mais m'envoyer sournois était une bien piètre vengeance. Tout cela paraissait si stupide, faire couler le sang à cause d'une malheureuse partie de cartes. Mais c'était là la spécialité du gang d'Hector. Il avait transformé la pègre en un vaste jeu de société. Je me remis à 4 pattes. Voilà que j'étais devenu une vraie traîne-misère. Je sortis le téléphone prépayé de ma poche et composai le numéro. Un coursier décrocha à la 2e sonnerie. « 1-4. Le dompteur blanc, dis-je. Oui, m'del. 3 minutes s'écoulèrent avant que la voix de Jackson se fasse entendre. C'est encore toi, Didion ? Écoute, misérable chenapan, je n'ai pas de temps ni d'argent à perdre à capturer un autre de tes. C'est moi, l'interrompis-je. Il y eut une très longue pause. En général, ma voix provoquait chez lui des excès de prolixité. Écoute, repris-je, Hector vient de me choper. Il m'a dit qu'il venait te voir. Les clandos sont avec lui. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? S'enquit-il, sèchement. J'ai réclamé une assemblée des anormaux, admis-je sur le même ton. Ça ne leur a pas plu. Pauvre imbécile, rêveuse, qu'est-ce qui t'a pris de croire qu'Hector accepterait ? Il n'a pas organisé une seule réunion depuis qu'il est suzerain de l'ombre. Je l'entendis faire les 100 pas. Tu dis qu'il arrive, aux 7 cadrans ? Je crois que oui. Dans ce cas, je vais devoir m'occuper d'eux. Une pause. Tu es blessé ? J'essuyai le sang qui me coulait aux lèvres. Ils m'ont un peu bousculé. Où est-ce que tu es ? Tu veux un taxi ? Ça va. J'aimerais que tu rentres au cadran. J'ai déjà été contraint d'informer les secteurs voisins que tu envisageais de quitter ton emploi. Je le sais. Alors, reviens ma chérie. Il faut qu'on discute de tout ça. Non, dompteur, laissai-je échapper sans même y avoir réfléchi. Je ne suis pas prête. J'ignore si je le serai un jour. Cette fois, le silence se prolongea, encore plus longtemps. Je vois, répondit-il enfin. Eh bien, j'attendrai que tu le sois. D'ici là, je vais peut-être me chercher une malhonnête de substitution. Carillon est très investi. Après tout, on n'a pas du tout le loisir de se prélasser dans une pension pendant que notre seigneur Mime s'occupe de nos soucis.
La tonalité me vrilla le tympan. Je retirai la carte SIM du téléphone et la balançai dans les égouts. Ainsi donc, Jackson envisageait de me remplacer par Nadine, le carillon silencieux. Je remisai le téléphone dans ma poche et me dirigeai vers le bout de la ruelle, une douleur lancinante à la joue. Nick logeait sur Grub Street, où les publications étaient imprimées. Il fallait que j'aille le voir, que je lui parle. C'était forcément mieux de passer encore une nuit toute seule à attendre que les vestes rouges viennent me tirer du lit. Je hélai une cyclopousse et donnai une adresse en 1-5. Il n'y aurait pas d'assemblée des anormaux. J'avais été très optimiste d'imaginer qu'Hector accepterait, mais une infime partie de moi avait pensé qu'il aurait au moins la curiosité de m'écouter. J'allais devoir trouver une autre manière de faire passer le message. Je ne pourrais pas hurler l'existence des Réphaïm dans la rue. On me prendrait pour une dingue. Et je ne pouvais pas les affronter seul, alors qu'ils bénéficiaient du soutien militaire de Sion. La taille de l'ennemi était en soi terrifiante. Sans la pègre, je n'étais rien. La pluie tombait à verse lorsque Rickshaw me déposa à l'entrée de la rue. Je promis au conducteur de revenir avec l'argent, enroulai mon foulard autour de ma figure et franchis le passage voûté. Depuis les années 1980, Grub Street accueillait les plus bohèmes des voyants. Il s'agissait davantage d'un quartier que d'une rue à proprement parler. Un filon de sédition au cœur de la 1-5. Ces constructions formaient un mélange excentrique d'architecture géorgienne du XVIIIe siècle. D'imitation Tudor et de moderne, avec ses fondations de guingois, ses pavés et ses murs inclinés, le tout parsemé de néons et d'acier. Il y trônait un unique écran de taille modeste. Les boutiques vendaient tout ce dont pouvaient rêver les manieurs de mots. Papier, épée, vestes panels d'encriers, ouvrages de collection, de ceux qui s'ouvraient comme les portes sur d'autres mondes, et stylos à plumes incrustés de joyaux. Il y avait au moins 5 ou 6 bars, mais un unique restaurant ouvert en permanence. Je connais ce restaurant, ça s'appelle le 138 rue du boulevard du Faubourg Saint-Antoine, à Paris, qui est toujours ouvert, vraiment toujours ouvert. Peu importe, tu peux aller picoler là-bas et manger. L'odeur du café chaud s'envolait par toutes les fenêtres, ou presque. C'était évidemment là que se réunissaient la plupart des bibliomanciens et des psychographes de la citadelle. Les gens qui demeuraient dans des mansardes humides en compagnie de leurs muses et de leurs tasses de kawa et de leurs livres. De la musique de chambre victorienne s'échappait de la porte ouverte d'un antiquaire. De courtes impasses s'éloignaient en sinuant de la rue principale, menant chacune à une minuscule cour intérieure, et m'engouffrer dans l'une d'elles, me dirigeant vers l'unique asile de nuit, l'enseigne au-dessus de la porte indiquée Bell Inn. Quand je perçus le territoire des rêves de Nick, je le bousculai légèrement. Quelques instants plus tard, un visage inquiet apparut à la lucarne. Je patientai près du réverbère. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» me demanda-t-il en sortant. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Hector, » répondis-je simplement. Une ombre défila sur son visage. « Tu as de la chance d'être encore en vie. » Il m'embrassa au sommet du crâne. « Entre, vite !»« Je dois encore payer ma course. » « Je m'en occupe. Monte. » Je pénétrai dans le couloir et secouai les épaules pour faire s'écouler la pluie. Lorsque Nick reparut, il m'introduisit dans un petit salon où brûlait un feu de cheminée. Un homme de forte carrure y était penché sur un livre, la pipe à la bouche. Le teint cireux, il devait avoir une 60aine d'années. La barbe brune et bien taillée, parsemée de gris, jaillissait
de sous son nez proéminent. « Bonsoir, Alfred, le salua Nick. L'homme sursauta si violemment que sa chaise émit un grand craquement. « Oh, Vision, mon bon !» Étonnamment, son accent était distinctement aristocratique, comme s'il s'était trompé d'époque. « Vous n'avez pas l'air très en forme, mon vieil ami. »« Oui, c'est ainsi. » Il se laissa retomber sur sa chaise. « Minty vient me chercher partout. »« Minty vient me chercher partout, voyez-vous. Je suis un peu à cran. »« Vous m'avez pris pour Minty ? Je suis flatté. Vous travaillez trop dur. Pourquoi ne vous éloignerez-vous pas de Grub Street pour quelques jours ? Allez prendre un peu l'air. »« Oh, ne vous en faites pas pour moi. Et puis, votre seigneur Mime ferait une crise. Il aime me savoir disponible à toute heure en cas d'urgence littéraire. Même s'il ne figure pas, pour ainsi dire, que mes petits papiers, il me doit encore un fichu manuscrit. » D'un doigt noueux, il resserra son pince-nez. Quand il me repéra, il haussa subitement les sourcils. « Et qui est cette jeune personne que vous faites entrer en douce ici ? » Alfred, je vous présente Paige, la malhonnête de Jackson. Alfred me considéra par-dessus ses binocles. « Ma parole, la rêveuse pâle. Comment allez-vous ? » Alfred est un psychogent, le seul de tout Londres. C'est lui qui a remarqué les écrits de Jackson. Je m'empresse d'ajouter que psycho est le diminutif de psychographe. La plupart de mes clients sont médiums scripteurs, voyez-vous ? Alfred embrassa ma main crasseuse. J'ai souvent entendu votre seigneur Mime parler de vous, mais il n'a jamais daigné nous présenter. Il ne daigne pas faire grand-chose, répliquai-je. Ah, mais c'est la tête pensante. Il n'a pas besoin de lever le petit doigt. Alfred me lâcha la main. Si je puis me permettre, ma chère petite, vous avez l'air de rentrer de la guerre. Hector. Ah oui, notre suzerain de l'ombre n'est pas des plus pacifiques. Je ne comprendrai jamais pourquoi nous autres voyants nous affrontons si passionnément sans jamais rien faire pour lutter contre l'inquisiteur. J'étudiai son visage affaissé. Si cet homme avait découvert les écrits de Jackson, il était sans doute en partie responsable de la publication des mérites de l'anormalité. L'essai qui braquait les voyants les uns contre les autres et avait causé de terribles lignes de failles qui divisaient encore notre communauté. C'était effectivement étrange, confirmai-je. Alfred leva les yeux vers moi. Ses iris tombants étaient vert de gris. Deux poches de peau enflées les soulignaient. Alors, Nick, parlez-moi un peu des derniers scandales qui ébranlent Sion. Il joignit les mains sur son ventre. Quelles nouvelles expériences malsaines entreprennent-ils ? Est-ce qu'ils dissèquent les voyants ou pas encore ? Rien d'aussi croustillant, je le crains. La plupart des médecins sont occupés à tester le nouveau prototype de Shenshield pour le compte de Sayori. Oui, j'imagine bien. Comment s'en sort votre Danica ? J'étais sûr que Danica n'avait jamais rencontré Alfred en personne. Elle n'était pas très sociable. Jackson avait dû lui parler de nous en lui apprenant nos véritables noms. Elle est du 6e ordre, répondit Nick. Elle ne risque pas d'être détectée. Pas encore, tempéra Alfred. Je me demandais si Danica était retournée travailler aussitôt après l'évasion, et je me sentis minable de n'en avoir aucune idée. Elle ne travaillait qu'à temps partiel à Sayori. Mais j'étais prête à parier qu'elle
s'était présenté à son poste dès le sauvetage accompli. Quoi qu'il en soit, le nouveau Sunshield ne sera jamais prêt pour la Novembrine, affirma Nick. Pas à l'échelle de la citadelle en tout cas. Il y a déjà de l'arconterie, mon ami. Ils voudront en installer au grand stade. Croyez-moi sur parole, ils organiseront une cérémonie de bienvenue gigantesque pour la venue de Monsieur l'Inquisiteur. J'ai hâte d'assister aux 50 pendaisons prévues pour l'occasion. Nick me guida en direction de l'escalier. Désolé, Alfred, j'ai des analgésiques à prescrire. Bon courage pour éviter Minty. Pas d'inquiétude. La fortune n'ayant pu faire les malhabiles sages, les fait heureux. Shakespeare? Montaigne. Avec un claquement de langue, l'agent littéraire s'en retourna à son livre. Adieu, l'inculte. L'intérieur de l'auberge était lugubre. Nous gravîmes l'escalier, grinçant, menant à l'étage où la moquette était élimée et les murs du marron terne d'un vieil hématome. Entre Alfred et Jackson, c'est une longue histoire, m'informa Nick en ouvrant la porte. C'est un sacré bonhomme, sans doute le bibliomancien le plus talentueux de la citadelle. 57 ans, et il travaille toujours 18 heures par jour. Il affirme pouvoir lire n'importe quoi et sentir si ça va se vendre. Ça lui est déjà arrivé de se tromper? Pas à ma connaissance. C'est pour ça que c'est le seul psychogent. Il a mis tous les autres au chômage. Et qu'est-ce qu'il fait pour Jax? Il présente ses publications au Spiritus Club, pour commencer. Il a gagné une petite fortune avec des mérites. Je m'abstins de tout commentaire. Nick alluma la pièce. Celle-ci était quelconque simplement meublée d'un miroir, d'un lavabo, fêlé et d'un lit aux couvertures usées jusqu'à la trame. Les poussières semblaient ne pas avoir été faites depuis un siècle. Quelques objets essentiels issus de son appartement étaient décimés, ça et là. « Tu loues cet endroit ?» demandai-je. « Oui, ce n'est pas Byzance, mais j'ai parfois besoin de me retrouver avec des voyants autres que Jax. C'est un peu ma maison de vacances. » Il imbiba un gant de toilette d'eau chaude et me le tendit. « Dis-moi ce qui s'est passé avec Hector. » Il m'a dit qu'il allait voir Jackson. « Pourquoi ?» L'injonction. Il me tamponnait les lèvres. Il voulait découvrir qu'il l'avait envoyé. Il a compris que c'était moi et a chargé Sournois de s'occuper de mon cas. Nick fait la grimace. Ça ne me surprend malheureusement pas. Pas d'assemblée donc? Non. Ils allaient quand même voir Jackson. Je l'ai prévenu dès de leur arrivée. Ils voulaient que je retourne au cadran. J'ai refusé. Il n'en a pas voulu pour l'injonction. Pas autant que je l'aurais cru. Je retirai le gant de ma figure et le découvris maculé de sang et de crasse. Mais il a menacé de faire de Nadine sa malhonnête. Il la prépare à cela, Sotnos. Me voyant froncer les sourcils, il soupira. Nadine a posé sa candidature dès ta disparition. Il multiplie les réunions secrètes et il lui a confié une bonne partie de ton boulot. La récolte des loyers, les enchères de Judithéon et ainsi de suite. Et ça s'arrêtera si tu reviens, mais Nadine risque de mal le vivre. Pourquoi l'a-t-il choisi elle? J'aurais plutôt penché pour Zeke ou Dany, vu que ce sont des furies. Il leva la main. Je n'ai pas la prétention de savoir comment fonctionne le cerveau de Jackson Hall. Quoi qu'il en soit, il n'en fera jamais sa malhonnête, à moins que tu lui annonces clairement que sa marche-rêve ne retournera jamais pour travailler pour lui. Tu as vraiment envie de laisser tomber? Non, oui, je ne sais pas. Je me jetai sur le lit. Je n'arriverai pas à oublier ce qu'il m'a dit, qu'il ferait de ma vie un enfer si je le plaquais. Et il le fera. Tu seras exclu de partout si tu démissionnes vraiment. Tu auras besoin d'argent. Sion surveille tous les comptes bancaires de ses employés, m'avertit-il. Je ne vais pas pouvoir retirer du liquide éternellement pour régler ton loyer. Ils vont finir par poser des questions.
On peut dire ce qu'on veut de Jax, mais force est de reconnaître qu'il paie bien. Oui, il me paie pour harceler Didion et vendre des faux au marché noir. Il paie Nadine pour jouer du violon. Il paie Zeke pour lui servir de rat de laboratoire. Tu peux m'expliquer l'intérêt de tout ça? C'est un seigneur mime. C'est son boulot. Et le tien. À cause d'Hector, je contemplais le plafond, s'il disparaissait, quelqu'un prendrait sa place et unirait la pègre. Non, il faut éliminer tant le seigneur mime suprême que sa malhonnête avant de rebattre les cartes. Si Hector mourrait, Sourire d'Ange prendrait sa suite et deviendrait la suzeraine de l'ombre. Et elle ne vaut pas mieux que lui. Hector est seulement dans la quarantaine et il est loin de mourir de faim. Il ne disparaîtra pas dans l'éther avant un moment. À moins que quelqu'un nous débarrasse de lui. Il tourna la tête. Même les truands les plus violents condamneraient un putsch, rétorqua-t-il à voix basse. Seulement parce que Hector encourage leur violence. Es-tu en train de suggérer une révolution? Tu as une meilleure idée? Il faudrait dégager Sourire d'Ange en même temps. Et même si cela se produisait, l'Assemblée des Anormaux ne serait pas de taille à affronter Sion, souligna doucement. La plupart d'entre eux sont arrivés aux responsabilités par le meurtre ou le chantage, pas grâce à leur courage. Hector n'est qu'une partie du problème. Il me remplit une tasse de salep. Tiens, tu as l'air gelé. Il s'assit en face de moi. Il sirota son breuvage, les yeux tournés vers la cour en contrebas. J'ai eu des visions depuis notre retour, m'annonça-t-il. Ce n'est probablement rien, mais certaines d'entre elles. Qu'est-ce que tu as vu? Une salle de torture, répondit-il, comme si cette vision le hantait encore. Des murs blancs, un carrelage bleu au sol. Ça m'était déjà arrivé par le passé, mais celle-ci était plus spécifique. Il y avait une horloge en bois sur le mur derrière la planche, avec des fleurs et des feuilles sculptées en façade. Lorsque sonne minuit, un petit oiseau métallique en jaillit et entonne une chanson de mon enfance. Mon pouls s'emballa. Le talent d'un oracle lui permettait généralement d'envoyer des images, mais il leur arrivait d'en recevoir depuis l'éther, sans les avoir sollicités. Il s'agissait pour Nick d'une source intarissable de peur et de fascination. Tu as déjà vu une horloge de ce genre? Oui, ça s'appelle un coucou. Ma mère en avait un. Nick parlait rarement de sa famille. Je me rapprochai légèrement de lui. Tu penses que cette pièce t'était destinée ou que c'était pour quelqu'un d'autre? La chanson semblait très personnelle. Chaque fois qu'il se retournait vers moi, les ombres sur son visage semblaient s'approfondir. J'ai des visions depuis mes 6 ans, et je ne parviens toujours pas à bien les comprendre. Mais même si la planche ne m'était pas destinée, il finirait tôt ou tard par découvrir ce que je suis. On aime à se croire courageux, mais au bout du compte, on est tous humains. Les gens sont prêts à tout pour échapper à la torture. Nick, arrête. Ils ne peuvent pas te torturer. Ils peuvent faire ce qu'ils leur chantent. Il abaissa les paupières. Depuis toutes ces années que je travaille pour Sion, j'ai épargné la potence à 34 voyants. Et le Nitvit à 2 de plus. C'est ce qui me permet de ne pas devenir dingue. C'est ma raison d'être. On a besoin de quelqu'un de l'intérieur du système, sinon on ne peut rien faire pour lutter contre lui. J'avais toujours admiré Nick pour son courage. Jackson détestait que son oracle travaillait pour Sion. Il aurait préféré qu'il se consacre entièrement au gang. Mais cela faisait partie du contrat qu'ils avaient établi tous les deux, et Jax était bien heureux de récupérer une partie du salaire de Nick. « Mais toi, Sotnos, tu peux encore partir, reprit-il. On ne peut pas te faire traverser l'Atlantique, mais il y a d'autres manières de gagner le continent. C'est aussi dangereux là-bas qu'ici. Et puis,
Qu'est-ce que je pourrais y faire? Travailler dans un cirque? Je ne plaisante pas, Paige. Tu es dégourdi, et tu parles bien français. Au moins, tu ne serais plus au cœur du danger. Ou tu pourrais retourner en Irlande. Ils ne te traqueront pas non plus au bout du monde. Je sais, je partis d'un rire creux. C'est vrai que les inquisiteurs ont toujours eu beaucoup de respect pour la terre irlandaise. Alors, pas l'Irlande, ailleurs. Où que j'aille, ils me suivront. Sion? Non. Les Réphaïm. Non, les Réphaïm. Nashira ne me laisserait pas filer si facilement. Seules 5 personnes ont, de façon sûre, survécu à l'évasion. Et je suis la seule à être capable de faire la moindre différence. Ça veut dire qu'on reste. Oui, on reste, et on change le monde. Il se fendit d'un sourire las, qui lui demanda un effort certain. Comment le lui reprocher? La perspective de se révolter contre Sion n'avait rien de très réjouissant. Il faut que je passe au resto, m'informa-t-il. Tu veux quelque chose pour le petit-déj? Surprends-moi. D'accord, ferme bien les rideaux. Il enfila son manteau et sortit. Je tirai le lourd voilage devant la fenêtre. La révolution de Sheolwan avait déjoué tous les pronostics. Avec les bonnes motivations, quand le moment était venu, les personnes les plus épuisées et brimées pouvaient trouver les ressources pour se relever et redresser la tête. Les seigneurs mimes et reines mimes de Londres n'étaient pas maltraités. L'endoctrinement et la cruauté des Sion leur avaient donné la possibilité de s'élever. Ils vivaient confortablement dans leur monde clandestin, disposant d'un vaste réseau de coursiers, de pickpockets et de spadassins pour accomplir leur sombre besogne. Il fallait trouver le moyen de les convaincre que renverser Sion rendrait leur vie meilleure. Mettant Caillarmaquette, Hector, tiendrait les rênes, ces gens demeureraient paresseux et corrompus. Je me penchai sur le lavabo et rinçai le crachat restant dans mes cheveux. Nick avait dit que tuer Hector ne servirait à rien. Mais en voyant naître un hématome sur ma joue, je me posais la question. Il était un symptôme de maux qui gangrénaient la pègre, l'avidité, la violence et puis encore l'apathie. Le meurtre n'était pas vraiment un crime capital pour ceux qui étaient convaincus de l'existence d'une vie après la mort. Hector faisait disparaître de nombreux pégristes et en dépit de toute la brutalité dont il faisait preuve, nul ne bougeait d'un cil. En revanche, tuer le chef de la pègre, ce serait là une toute autre affaire. On pouvait tuer un bohème ou un autre gangster, mais pas se retourner contre son propre seigneur mime ou son suzerain de l'ombre. Il s'agissait d'une règle tacite, un acte de haute trahison pour la pègre. Peut-être seulement, me serait-il possible de raisonner sourire d'ange. Sans l'influence d'Hector, elle se comporterait peut-être différemment. C'était sans doute aussi vraisemblable que de voir son chef remettre de son plein gré sa couronne à quelqu'un de compétent. Une compresse froide plaquée sur la joue, je retournai m'asseoir sur le lit. Apparemment, je n'avais d'autre choix que de reprendre ma place de malhonnête de la 1-4. Pour braquer la pègre contre Sion, je devais me trouver un proche de l'Assemblée des Anormaux, suffisamment pour exiger le respect et être informé de ses travaux, mais à moins que le gouverneur reparaisse, je ne disposais d'aucune preuve de l'existence des Réphaïm. J'allais devoir faire courir ce bruit sans rien pour l'étayer. Je tirai à nouveau sur le cordon doré. Tu avais besoin de moi pour entendre ça, songeai-je. J'ai besoin de toi pour le conclure. Pas de réponse. Toujours le même silence solennel. Merci à tous les bozos de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode, pour le chapitre 4.
Et j'espère que cette écoute vous aura plu parce que j'ai changé de matériel et j'ai acheté un nouveau micro, un micro de qualité podcast et streaming. Ça annonce aussi par la suite de nouveaux projets. On va innover dans l'avenir. Et je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les surprises. Ou vous serez vous-même surpris par notre capacité à innover de lecture, de jeu et de musique certainement. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à commander sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, le mot suivant qui s'appellera Blue Yeti. Je vous remercie. Au revoir les bozos.